semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur Esaü TV, chers amis internautes. Bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié en plateau Miguel Hueto, juriste, spécialiste genre, inclusion sociale et droits humains. Elle sera face à Agapit Napoléon Maforican, juriste consultant, consultant médias communication, analyste, chroniqueur politique. Avec eux, nous essayerons de décrypter les résultats de l'élection ou des élections législatives du dimanche 8 janvier 2023 en République du Bénin. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage du jour, chers amis internautes, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vous présente les réductions de scolarité et les offres disponibles à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus, notamment à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, Miguel Hueto, bonjour. Bonjour. Merci d'être là à nos côtés ce matin. Bonjour également à Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Je rappelle aux amis internautes que vous êtes respectivement juriste spécialiste genre, inclusion sociale et droits humains, juriste consultant, consultant médias communication, analyste et chroniqueur politique. Agapit Napoléon Maforican, c'est l'habitude qui m'amène à dire Distel à Moussou, voilà. Agapit Napoléon Maforican, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, vous êtes analyste politique, dites-nous de façon sommaire, quel regard portez-vous sur le scrutin qui vient de connaître un peu son épilogue? Merci, salut aux internautes, bonne année à eux, puisque c'est la première fois que j'interviens sur cette plateforme en ce début d'année 2023, donc que chacun retrouve le bonheur de vivre et arrive à gérer ses petites difficultés au mieux. Alors, 2023, 8 janvier et législative, je pense que nous l'avons fait. Donc, beaucoup se demandaient comment cela pourrait se passer. Je pense que nous avons tout expérimenté. Nous l'avons fait. Les nostalgiques de l'inclusivité ont dû aussi en avoir pour leur compte, puisque, bon, cette fois-ci, on a eu des élections que je mets en griffe inclusive, puisque tous ceux qui ont postulé ont pu aller sauf un parti. Bon, et puis globalement, ça s'est très bien déroulé selon moi. Chacun en a eu pour son compte. Il est juste à déplorer que, comme je l'ai eu à dire sur d'autres plateaux, que les mêmes récriminations qu'on a contre les élections sont revenues plusieurs fois et à la délibération au niveau de à la proclamation de la Cour constitutionnelle, on constate simplement que des irrégularités, des dysfonctionnements n'ont pas manqué, même si cela n'entrave pas la régularité, la sincérité du scrutin, comme on le dit. Mais elles sont quand même là et constituent un goulot. Je pense qu'avec toutes les réformes, il est important que nous travaillions à améliorer notre manière d'organiser les élections pour que ces petits bobos ne viennent pas entacher, disons, le déploiement que chacun fait pour que les élections soient sincères. Alors, Miguel Hueto, un scrutin parfait, selon vous?
À nouveau, bonjour à vous, bonjour à nos amis qui nous suivent. Mes meilleurs voeux à toute l'équipe de ESAE TV et Merci. aux internautes qui sont connectés ou qui vont suivre cette émission. Merci. Un scrutin qui nous donne d'espérer, tout simplement. Un scrutin qui nous donne d'espérer parce que ce scrutin a eu le mérite de voir concourir des partis qui regroupent des personnes qui, en 2019, s'étaient retrouvées dans d'autres formations, mais qui n'ont malheureusement pas pu prendre part à ce scrutin. Et ce scrutin tranche aussi avec cette vague de violence que nous avons observée en 2019 et qui ont suivi avec les autres élections, 2020, 2021 aussi. Alors, c'est un scrutin qui, encore une fois, nous donne tout simplement d'espérer. Ça vous remplit d'espoir. Il n'y a pas eu d'enfrein, il n'y a pas eu d'entrave aux droits humains. Bien sûr que oui, il y en a eu. On peut se réjouir tout de même, comme je le disais, de voir que certaines personnes, certaines formations politiques ont pu participer à ces élections-là, puisque c'est un droit d'être candidat et de se faire élire. Après, il y a eu beaucoup de violations ou si vous voulez, les droits humains ont été mis à mal. Par exemple, le droit à la participation à ces votes-là. Vous avez beaucoup de compatriotes qui ont été maintes fois dans les bureaux de vote où ils avaient l'habitude de voter. Certains qui disaient avoir vu leur nom, mais qui malheureusement ce jour-là n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste affichée. Et donc, ces personnes ont été privées malheureusement de leur droit de vote. À côté, vous avez nos compatriotes qui portent des handicaps, surtout moteurs, qui ont eu beaucoup de difficultés, comme toujours, à participer à ces élections-là, parce qu'à certains endroits ou dans la plupart des bureaux de vote, les isoloirs n'offraient pas cet accès facile à ces compatriotes. Encore moins la position des membres qui sont censés accueillir les électeurs et les aider à donc égrener le processus pour donc faire leur choix en termes de vote. Et à côté de ça, vous avez que, heureusement, on ne nous a pas privé cette fois-ci d'accès à Internet, comme on l'a connu en 2019. Et c'est heureux. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que c'est assez mitigé, mais on se dit que tous les acteurs quand même sont prêts à faire des efforts. Il y a eu du progrès. À faire des efforts. Et les efforts, on observe bien que c'est en bonne voie. Et on espère, c'est pour cela que je disais que c'est un scrutin qui nous donne d'avoir davantage d'espoir. Ça vous remplit d'espérance. Alors, Agapit Nablement Fréquent, je me tourne vers vous. Vous étiez en train d'évoquer des cas de récrimination. Tout à l'heure, votre vis-à-vis a parlé de violation des droits humains. Qu'est-ce que vous avez noté à votre niveau? Non, on est en phase. Je pense que les droits des handicapés, bon, c'est un concept nouveau chez nous. Moi, dans une certaine vie, j'étais commissaire scout en charge des personnes handicapées. Ça fait plus de 20 ans aujourd'hui et je connais un peu cette question pour l'avoir traitée, pour l'avoir gérée et pour que je connaisse ce milieu. Et nous sommes de potentiels handicapés. Regardez, nous voyons bien aujourd'hui, nous avons la mobilité de nos membres, mais vous savez, du jour au lendemain, on ne le souhaite pas, mais ceux à qui ça arrive ne l'ont pas souhaité non plus. Tout peut arriver. Beaucoup ne sont pas nés avec ça par ailleurs. Donc, du coup, je pense que nous n'avions pas ce concept-là de vivre avec, de considérer que tout le monde n'a pas ces deux pieds qui fonctionnent, tout le monde n'a pas les deux bras qui marchent, tout le monde n'a pas les yeux qui tournent et que tout. Donc, nous n'avons pas. Heureusement, à l'OATB aujourd'hui, le journal se fait avec pour les handicapés auditifs, voilà, et visuels. Donc, c'est une évolution. Donc, j'espère bien que avec la rencontre que le chef d'État a eue avec les handicapés la veille des élections, la veille du premier ou du nouvel an, j'espère bien que l'inclusivité va plutôt intégrer cette catégorie progressivement. Ailleurs, il y a des accès pour handicapés. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Vous n'en avez pas. Vous avez des services logés en R+1. Vous avez des salles de classe
qui ont des escaliers, 3-4 escaliers, et pour y aller, ce n'est pas possible quand un handicapé moteur ne peut pas y aller facilement. Donc ça, c'est vrai, c'est un concept nouveau. On n'en avait pas très conscience. Et c'est pour ça que moi, j'ai déploré pendant la campagne, quand les candidats disent jeune, 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 tout le monde dit jeune femme, jeune femme, jeune femme. Je dis oui, c'est bien. Mais la société, elle est multi, elle est englobante. Elle a les jeunes, elle a les femmes, elle a les troisième âge. Les troisième âge ont le droit de vivre aussi, on doit les protéger, comme les handicapés, comme les autres couches de la société. Donc, sur ces questions, je n'ai rien à redire, j'espère bien qu'on va l'intégrer progressivement. Sur la question des gens qui sont allés, qui doivent voter, moi-même j'ai été confronté un peu à ça. J'ai mon garçon qui devrait aller voter, c'était la première fois. Il a reçu une notification que c'est au CG et Ouého, le jour du vote, il est allé, moi je suis retourné au bureau. Il m'appelle pour dire non, je n'ai pas pu retrouver mon nom. Je dis non. Si tu envoies le message, tu dois, va chercher. Il a dit non, j'ai vu demain Forican, c'est pas moi. J'ai dit bon, d'accord. Là, il va falloir chercher. Est-ce qu'il y a une autre école dans les environs qui s'appelle Ouého? Elle a dit oui, il y a le PP. Alors, donc il faut aller voir au niveau de l'EPP. Et effectivement, après le commissaire, enfin, un des agents de sécurité lui a aussi conseillé. Il est arrivé là-bas, il a retrouvé son nom et il a pu voter. Je pense que ce n'est pas des questions de dysfonctionnement dont je parlais. La NIP a fait du bon travail. Après, entre la NIP et la Sénat, il n'y a pas eu les simulations qu'il fallait avoir. Je pense qu'il a manqué la phase terminale. Ensuite, ce principe qui tient à intégrer systématiquement, à englober ou à enrôler tous ceux qui sont en âge de voter, à mon humble avis, n'est pas cohérent. Parce que ça se fait ailleurs, au Bénin, il y a ceux qui décèdent, il y a ceux qui ne sont pas du tout au pays, il y a un certain nombre d'élus, enfin, d'électeurs potentiels. Donc il faut peut-être valider par un certain nombre de mécanismes qui permettent... Non, c'est même pas nécessairement. C'est vrai que ça a un lien avec le taux de participation, mais le fait que parce que la situation s'est retrouvée à beaucoup d'endroits. Vous savez, parce que moi j'ai l'habitude de voter à un endroit donné depuis 2015, par exemple, ou depuis 2013. J'ai un endroit à Porto-Novo, mais je suis convaincu que dans 10 ans, c'est pas si évident parce que la population va croître et sans doute, on va me repousser ailleurs parce que c'est une question informatique. Il va falloir peut-être travailler un peu sur ce volet. J'ai fait un mémoire sur la LEPI, un moment de master sur la LEPI. Je pense que j'ai une idée du sujet. Je pense qu'il y a un travail à faire et ce que la loi a prévu actuellement, je pense, n'est pas la meilleure. On peut l'améliorer. Il y a eu un audit que les acteurs politiques et la société civile ont demandé, qui heureusement a eu l'aval de la NIP, mais ça n'a pas permis de régler tous ces problèmes-là. L'un dans l'autre, on ne peut certainement pas faire des élections sans dysfonctionnement, mais il y a des dysfonctionnements récurrents qui doivent pouvoir quand même prendre fin ou être sérieusement atténués. Quand j'ai écouté la proclamation de la Cour constitutionnelle, je pense que je suis resté sur ma soif, parce que j'estime qu'on peut faire beaucoup mieux selon vous. Alors, Miguel Couto, par rapport au taux de participation, est-ce que cela vous a donné des frissons? Non. Et il faut dire que je ne m'attendais pas à mieux. Malgré la présence bien sûr. l'opposition. Je ne m'attendais pas à mieux parce que observez un peu l'échiquier depuis 2019, depuis les incidents liés aux élections législatives de 2019. Vous avez beaucoup de personnes qui sont en prison. Vous avez beaucoup de jeunes qui y sont aussi. Parmi ces personnes, vous avez des jeunes, vous avez des personnes qui sont des acteurs politiques, d'autres qui ne sont pas des acteurs politiques, mais qui se sont retrouvés dans les mailles de la prison sous le joug ou à la faveur de ces élections-là. À tort ou à raison, évidemment, ces séquelles-là qui sont restées, qui ont été renforcées en 2020, qui ont été à la limite... qu'on a cloué définitivement, presque définitivement, en 2021, à la faveur des élections présidentielles, tout ceci a laissé un goût amer aux populations. Vous avez beaucoup de personnes qui étaient chez elles, que ça ne touchait mais vraiment de près ni de loin, ce processus électoral. Malgré qu'on a fait les restaurants, les bars. Aujourd'hui, les gens, ce qui leur importe, c'est leur pain quotidien. C'est comment ils se réveillent le matin, comment ils surviennent à leurs besoins, comment est-ce que leur quotidien se passe bien,
comment est-ce qu'ils ont accès à la santé, aux soins de santé, c'est ça le plus important pour les populations. Et d'ailleurs, quand vous faites un peu le tour, vous entendez de ces propos qui vous font comprendre que il y a eu vraiment ce désamour-là des populations avec donc les acteurs politiques de façon générale, mais aussi le processus électoral, quel qu'il soit dans notre pays. Et donc, je n'étais pas vraiment surprise. Après, il ne faut pas oublier non plus le fait que, à part ceux-là qui ont gardé ce goût, mais il y en a beaucoup qui se sont toujours dit, oui, voilà, bon, qu'on vote pas. Ils savent ce qu'ils veulent faire. Ça, c'est sûr. Et ce n'est pas aujourd'hui. Le peu de personnes ayant voté depuis l'annonce des résultats provisoires par la Sénat et la confirmation à quelques exceptions près, je vais dire simplement sur le taux de participation par la Cour constitutionnelle, les murmures se renforcent ou deviennent encore plus audibles. Donc, beaucoup se posent la question de savoir à quoi ça a servi finalement d'aller voter, puisque les gens savaient ce qu'ils voulaient faire. C'est des choses qui se disent, évidemment à tort ou à raison. Ça se dit, est-ce que vous partagez ces assertions-là? Non, je voudrais juste vous demander de promener votre caméra et votre micro. Vous allez recueillir dans une diversité ces propos-là. Je ne me fais pas leur porte-parole. Simplement, c'est important que ces échos-là puissent parvenir aux oreilles de qui de droit pour que les gens comprennent que nous avons un défi à relever, un énorme défi à relever, celui de travailler à ce que les populations puissent renouer véritablement avec le processus électoral. Et cela passe par le sentiment d'appartenance à une nation en construction, à un pays, ce sentiment-là d'appartenance, de se dire qu'on fait corps avec le Bénin et qu'en tant que tel, on doit se sentir interpellé toutes les fois qu'il y a un processus de quelque nature que ce soit, censé donc faire avancer le pays sur le plan du développement. Donc, c'est un travail que nous avons à faire, que les acteurs politiques ont à faire, mais aussi que l'État a à faire, et doublement que le Parlement qui va s'installer aura à faire. Donc, voilà. Les femmes, pour la plupart, vous savez, hein, elles n'ont pas... Enfin, elles n'ont pas eu forcément ce temps-là d'aller voter. Et n'oubliez pas non plus que lorsque vous allez dans un bureau de vote, vous ne retrouvez pas votre nom. Il faut être téméraire, il faut avoir les moyens aussi pour faire le tour et aller rechercher son nom. Donc, c'est pas toujours évident. Le gars, il s'est levé ou la dame s'est levée le dimanche 8 janvier. Peut-être qu'il ne sait pas encore ce qu'il va manger à midi, il est sorti du culte, mais il s'est dit, c'est mon devoir, je vais voter, je prends quelques minutes. Il va dans le bureau de vote, il ne retrouve pas son nom. Vous voyez, tout de suite, cette déception-là que l'on peut ressentir, il faut vraiment aimer son pays au-delà d'une certaine limite pour quitter là et aller rechercher. Ou alors, il faut avoir des gens pour vous motiver, comme M. Maforikan a su le faire avec certainement son garçon. Son garçon. Agapit Maforikan, quelle interprétation donnez-vous ou comment justifiez-vous ce taux de participation-là? C'est une tendance générale mondiale, l'affaiblissement, parce que, vous savez, de moins en moins, les politiques et les populations, il y a l'osmose. Pourquoi? Parce qu'il y a un dysfonctionnement sociétal qui fait que les populations ne retrouvent pas toujours. Regardez, hein, moi, je compare un peu l'Hexagone, le comparateur n'a pas raison, mais nous parlons français, nous écoutons les médias français. Je regarde un peu un président élu et qui n'a plus la majorité après. Il est élu, et un mois après, il n'a pas de la majorité absolue pour gouverner. C'est pathétique, c'est la première fois que ça arrive dans la 5e République pour une constitution qui date de près de 10 ans, de 5 ans. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le taux de participation là-bas non plus n'est pas des plus reluisants et c'est tout un problème. Quand tu viens au Bénin, c'est déjà pas une obligation d'aller voter. Donc ça, premier principe, les gens, depuis 10 ans, on parle d'un taux de participation ça va décrescendo, c'est vrai. Alors que il faudrait peut-être... Alors, quand c'est comme ça, et nous savons... On aurait espéré qu'avec la participation des démocrates... Non, ça n'a rien à voir avec les démocrates. Il y a eu 11% de plus. Autrefois, on avait justifié. Il y a eu 11% de... Non,
Vous savez, ce qui justifiait ça par leur absence, c'était ce qui était plutôt raison de la non-participation. C'est moins l'absence d'une certaine opposition radicale que le contexte environnement, l'environnement d'insécurité, les menaces, les découragements qui ont fait que, bon, quand les éléphants se battent, il y en a qui se disent qu'eux ne peuvent pas en pâtir. Et donc, ils vaquent à leurs occupations. Et donc, cet environnement 2019-2020 a pu peut-être jouer à cette année, hein, où les gens se disent, bon, c'est leur affaire. Mais, comme je l'ai dit, ce taux-là, 37%, 38%, n'est pas à... En 2021, on a eu 50% pratiquement pour la présidentielle. Pratiquement pour la présidentielle. Mais quand on remonte aux législatives de 2011 ou de 2015, je ne suis pas sûr, je cherchais tout à l'heure les données, je ne suis pas sûr qu'on ait atteint 60%. Je ne suis pas sûr qu'on ait atteint 55%. Je verrai bien. Donc, c'est dire quoi? Qu'il y a déjà un désamour entre le citoyen et le vote parce que c'est contraignant pour lui. Deuxième chose, est-ce contraignant ou bien parce qu'il estime que, bon, une fois qu'on vote pour eux, une fois au Parlement, ils se retrouvent... C'est aussi ça, parce que chacun a ses problèmes. Moi, j'ai un professeur de droit, il est professeur Moïse Bossou, qui nous disait en première année que, bon, voilà, on a dit renouveau démocratique. Lui, il est allé pour parler de lui-même. Il dit, bon, voilà, je vais être chef de quartier, tout ça là. Et on a dit, bon, d'accord, mais comment tu es arrivé? Il dit, non, moi, je suis là, je vais changer la rue, tout, il y aura plus d'inondations. D'accord, mais tu es venu comment? En clair, on veut savoir, il a amené quoi. Donc, c'est un déterminant. Et n'oubliez pas, même dans la Grèce antique, dans l'Antiquité, parfois, on motive le citoyen à aller voter. Justement, donc, ce qu'on appelle la corruption, ailleurs, on peut motiver les citoyens à aller voter. Ce n'est pas interdit. C'est une approche. Si on estime que le suffrage doit pouvoir être exprimé avec une telle densité pour que le vote soit légitimé. Or, notre Constitution n'a pas fait l'option de légitimation quantitative du vote. Mais est-ce que l'argent a circulé dans ces élections? Laissons, ne mélangeons pas. Je parle de la légitimation du vote par l'électeur qui sort. Donc, pour moi, quand la Constitution n'a pas fait de la quantité, l'indicateur de légitimation du vote, c'est qu'il faut que le scrutin soit régulier, soit sincère, et donc, on peut dire que l'élection s'est bien déroulée. Si on fait cette approche, on doit pouvoir se contenter de ce qu'on a et ne pas nous accrocher sur le taux de participation. Mais si on fait l'approche qui, moi, j'estime personnellement, à laquelle je donne mon adhésion, si on fait l'approche par laquelle il faut motiver le peuple à sortir. Parce que le peuple ne s'exprime réellement qu'en ces moments-là. C'est seulement ces deux moments, référendum, élection. En dehors de ça, le peuple n'existe que par ses dirigeants. Aucune autre entité ne peut s'en proclamer, ne peut taguer de représenter ce peuple. Donc, au moment où il doit s'exprimer, il faut, même l'État doit mettre parfois même des dispositions. S'il faut des bus pour aider les gens à y aller, s'il faut des trucs, et peut-être des huissiers pour constater qu'il n'y a pas de propagande et que les gens sortent régulièrement. Il faut mettre des conditions. Ensuite, cette affaire de liste électorale, oui, je pense qu'il faudrait vraiment faire des simulations. Il faudrait peut-être faire des vérifications, peut-être pas échantillon, pour qu'il n'y ait pas on vous dit vous êtes à tel endroit et après vous y allez, on vous promène dans le quartier. Je pense que l'année pas fait de choses mieux sans doute, mais comme je le dis, les élections étant tous les 5 ans, il faut qu'on travaille le mécanisme pour que la liste soit fiable, pour que votre centre de vote soit vraiment que votre poste de vote soit votre poste de vote, que les gens ne se fourvoient pas. Pour moi, donc, si je me retrouve sur la question de participation, j'estime que même si on ne fait pas une obligation citoyenne, il faut lui créer les conditions. Il faut lui créer les conditions. Le déplacement, par exemple, la facilitation il faut qu'il y ait des guides qui l'aide à trouver son poste de vote sans que cela présage d'une certaine propagande électorale en ce moment précis. Je pense qu'il y a des propositions qu'on peut faire dans ce sens-là. Alors, Miguel Rueto, au regard de vos appréhensions, est-ce que les résultats rendus publics par la Commission électorale nationale autonome Sénat et après confirmés par la Cour constitutionnelle avec l'Union progressive de renouveau, 53 sièges, le Bloc républicain et les démocrates, chacun 28 sièges. Est-ce que vous êtes surpris?
faut dire que j'avais aucune appréhension. Parce que je suis plutôt sensible aux questions de genre, d'inclusion et de droits humains. Alors, je ne suis pas acteur ou actrice politique. Par conséquent, je n'avais aucune appréhension. Ce qui me préoccupait, c'était que l'élection soit inclusive, que le droit de vote pour chacun, chacune soit respecté, que les élections se déroulent dans la paix, qu'il n'y ait pas de violence et quelque part que les femmes se retrouvent au-delà des 24 sièges qu'une certaine loi aurait accordé ou a accordé. On en a à peine 4 en plus. Et c'est en cela que moi, je voudrais avec gravité dire ici que tous les acteurs politiques devraient s'agenouiller et demander pardon. Demander pardon parce que pour moi, ils ont été à la limite minables. Et je pèse très bien mes mots. Ils ont été tous et toutes à la limite minables. On a révisé une loi. On a introduit un quota de 24 sièges. Pour cela, on a augmenté le nombre de sièges au Parlement. Nous sommes passés de 83 à 109 sièges. Et on est incapable de positionner, de travailler pour que ces femmes-là puissent se retrouver massivement au Parlement. Essayez de faire le ratio, vous verrez le pourcentage. Pour moi, c'est lamentable. Et c'est en cela que je dis que ces gens-là, il me semble parfois, ne s'intéressent véritablement pas au développement de ce pays-là. Il ne s'agit pas de favoriser quelqu'un. Il s'agit ici de faire en sorte que toutes les couches de cette société-là puissent contribuer à son développement. Malheureusement, on a ce qu'on a et c'est vraiment regrettable. J'espère que chacune parmi ces acteurs-là aura l'humilité de reconnaître on va dire tout simplement de reconnaître ce qui n'a pas été fait et de prendre l'angle pour que chaque jour, le travail puisse se faire. Parce que ce n'est pas une loi qui va régler ça. Et je l'avais dit dès la révision de la Constitution et à la faveur de cette loi-là, je l'avais dit sur différentes antennes, on n'a pas besoin d'une loi, c'est une volonté qu'il faut. Il faut une volonté de la part des acteurs politiques, il faut une volonté de la part des militants, des militantes. Malheureusement, ils sont dans une arène, on est dans une arène politique où les gens, c'est leurs intérêts qui les préoccupent. Ces femmes-là, elles servent seulement lorsqu'elles doivent rengainer les foules, lorsqu'elles doivent mobiliser, lorsqu'on a besoin de les avoir à côté juste pour faire figuration. Parce qu'on estime que lorsque vous avez 3 personnes et qu'il y a une femme au milieu ou à côté, ça change la physionomie ou l'image que l'on renvoie. On est resté à ça, en fait, malheureusement. Et donc, pour moi, rien n'a été fait. Absolument rien n'a été fait. Alors, Agapit Maforikan, Miguel Couto, déçu du nombre de femmes obtenues, est-ce que vous partagez sa déception? Elles sont quand même déjà 28. C'est déjà pas rien. C'est déjà pas rien. Quand vous dites 28, si l'État, si déjà on a, sur les 109. si déjà l'État a fait le bonus de 24, c'est déjà parce que l'État a vu qu'il y a un problème et que le problème est récurrent. Même en Europe, quand on parle, je me rappelle quand la réglementation sur le taux, la parité est arrivée, les partis ont préféré payer des redevances pour ne pas payer des pénalités, pour ne pas avoir à aligner ce nombre de femmes en parité. En fait, il y a un gros problème au niveau des femmes. Je pense que ça va se régler progressivement. C'est une situation, le droit de vote des femmes en Europe, c'est quand? En France, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, donc leur participation déjà aux élections, c'est là. Il y a un lourd tribut qui va se maintenir, qui va se régulariser avec le temps. Il y a que également les femmes n'aident pas les femmes. Moi, je me dis toujours, et dans ma vie professionnelle et ma vie associative, j'ai eu à croiser. Le meilleur pourfendeur des femmes, c'est la femme elle-même. Moi, je trouve quand même que, je pense qu'il y a un gros problème à l'interne qu'il faut régler. Regardez, moi, je prends une dame comme cette amie, Médégan Fagla. Elle a eu quelques difficultés, mais combien de femmes l'ont défendue? Vous voyez, chacun a son caractère, son tempérament. Mais la dame, elle est députée, elle a peut-être
un gestuel masculin. Elle a peut-être des tics masculins un peu plus virils, quoi. Peut-être moins doux qu'on pourrait attendre d'une femme. Mais c'est elle, c'est son tempérament. Mais qu'est-ce qu'on ne passe, c'est pas acharné sur elle, par exemple. Et donc, moi, j'ai écouté quelque part, on dit, ah, mais bon, madame policier n'est pas réélue, des trucs comme ça. Vous voyez, c'est stigmatisant. Et je pense que c'est dans quel milieu? Milieu de dames. Alors, donc, pour moi, la première chose à régler, déjà, c'est une solidarité. Et ça ne doit pas être la solidarité seulement devant les médias, devant les écrans. Il faudrait que déjà, que lorsqu'une femme est appelée à agir, elle commet, ou elle commet quelques bêtises, enfin, quelques faiblesses, comme les hommes en ont, il y en a plein. Je me rappelle un jour, on était au Parlement, il a eu du mal à lire son texte. Bon, les gens l'ont pas, c'était une dame, les gens l'auraient plus encore stigmatisé. Au volant, c'est les dames qui attaquent les dames quand elle a un problème avec son véhicule, mais c'est que les gens lui lancent. Donc vous estimez que les femmes... J'estime que, je pense qu'il y a un gros problème. Ce n'est pas que les politiques, c'est un problème sociétal qu'il faut régler, pas à coup de loi, oui, parfois, comme la discrimination positive, mais peut-être pas qu'il y a l'éducation, et il n'y a qu'à l'interne que les femmes se posent leurs propres problèmes. Moi, j'ai grandi sous la Révolution, je le dis toujours. Mais qu'est-ce que les femmes de loi n'ont pas été taxées de ci, de prostituées, de femmes sans mari, de femmes sans ci, sans ça? Parce que, justement, on estime que lorsque vous êtes militant, vous n'avez pas de vie familiale, vous n'êtes pas femme de vertu, et ainsi de suite. Et ça, c'est du côté des femmes aussi. Je pense que il faudrait travailler, il faut continuer à travailler. Mais ce taux-là, je pense que quelque part, avec Miguel, je suis totalement d'accord, qu'on peut ne pas apprécier que c'est seulement 4. L'effort qui est fait en dehors des 24, c'est quand même 4. Je pense que pour des gens qui se proclament réellement amis des femmes, travailler pour les femmes, l'épanouissement des femmes, l'autonomisation des femmes, je pense qu'on pourrait faire beaucoup, beaucoup mieux. Je voudrais, avant votre question ou votre dernière question, dire ici, souhaiter que M. Mavorican et les personnes qui pensent comme lui puissent franchement se départir de ces arguments, de certains arguments. Les femmes sont les goulots d'étranglement des femmes. Qui a dit que dans l'arène masculine, il n'y a pas de coup bas? Qui a dit qu'entre les hommes, on ne dit pas pire que ce qu'on entend dire dans le milieu des femmes? Il a évoqué une dame. Moi, tout ce que je lis sur elle, la plupart, c'est des hommes. Et j'entends des hommes la critiquer, dire un certain nombre de choses. Alors, je voudrais qu'on laisse de côté ces arguments et qu'on se dise que, comme il a su bien chuter, que je ne dirais pas qu'on pouvait faire mieux, je dirais qu'on avait l'obligation de faire mieux. Parce qu'on nous a vanté la révision de la Constitution quelque part. Pour ça, on nous a vanté une loi pour la modification d'une autre loi pour ça. Non, franchement, toutes les fois que le Parlement s'était réuni pour ces lois-là, le contribuable a dû dépenser de l'argent. Attendez. À la fin, on se fout en fait. On se fout de la gueule. Le gouvernement a affiché sa volonté. Est-ce que les politiques, eux, ne veulent pas? Le gouvernement affiche sa volonté, c'est à nuancer aussi. Parce que quand vous rentrez dans l'arène du gouvernement, il y a à dire sur la promotion des femmes à un certain nombre de postes. Je ne veux pas rentrer. Je veux pas. Bien sûr, ce n'est pas moi qui le dis, les chiffres sont là. Je vous inviterai peut-être à aller les revisiter. C'est pas mon rôle ici, en tout cas sous le prisme de l'émission du jour. Et donc, oui, il faut que les acteurs arrêtent de se mentir. Je n'ai pas compris. Vous vous souvenez qu'il y a eu une initiative dans ce pays où on a parlé de zinzin. Je me souviens encore qu'au Parlement, des députés hommes ont dit que si on doit augmenter le nombre de sièges pour les femmes, il faut en augmenter aussi pour les hommes. Il y en a qui carrément n'étaient pas prêts à le faire. Il y a un problème. C'est peut-être la façon de voir, c'est peut-être l'éducation que les uns, les unes et les autres ont reçue. J'avoue qu'on est dans un menu mélo et il me semble que, encore une fois, cette élection a prouvé que les lois n'ont pas vocation à changer in extenso le comportement ou la façon de penser des gens. Parce que lorsque vous obligez les gens, lorsque les gens prennent des plis sous la contrainte, et que ils ne travaillent pas à prendre ce pli-là de manière progressive et qu'ils épousent justement ces actes-là, on se pose la question de savoir si le jour où on aura la possibilité de ne pas avoir ces lois ou de les évincer,
est-ce que les anciennes pratiques ne vont pas revenir? Donc, on est à 4, pour moi, on est à 4 députés femmes dans la législature à venir. Et donc, je me pose la raison de savoir si on exclut cette loi-là, est-ce qu'on ne va pas retomber des années après dans une femme, avec deux femmes? C'est des questions qu'on se pose. Je reste avec vous pour aborder... Donc, non. Comprenons-nous bien. Oui. Première chose, je maîtrise ce que j'ai dit, et parce que c'est très cohérent. Première chose, oui. La femme est tout un concept qui n'est pas aussi évident que ça. Droit de vote, même en Europe, après la Seconde Guerre mondiale, c'est un phénomène, il faut le tenir. Première chose. En Europe, malgré la législation, les partis préfèrent payer des pénalités que d'aligner la parité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a déjà ce goulot, je l'ai évoqué. Mais il y a un goulot aussi femme contre femme. Ça là, pour moi, c'est pas un argument. Oui, ça c'est vous, mais ça c'est pour vous. Non, moi, je donne le mien. Oui. Donc laissez-moi, donnez-moi acte. Non, attendez. Bien sûr, on va progresser, mais donnez-moi acte que quand on dit que les réformes n'ont pas eu leur, si les réformes n'ont pas eu leur gain, leur effet, il n'y aurait pas eu 28. Si les réformes n'ont pas eu leur gain, ces 24 là sont de la volonté de l'État de permettre justement une meilleure représentation des femmes. C'est les partis politiques, les partis c'est pas l'État. Et l'électeur c'est pas l'État. Lorsque l'État entre dans son urne, c'est pas l'État qui vote. Donc c'est le citoyen. Donc il y a une éducation à l'interne. La société est plus femme. Alors, combien de femmes sont sorties pour aller voter? Non, je crois que donc, nous avons, je pense qu'il faudrait que vous regardiez également. Il ne pas une élection de personnes. Voilà. Et donc, c'est une question de positionnement. Ce n'était pas je vais voter pour une femme ou je vais voter pour une femme. Mais on a eu des femmes candidates à l'élection présidentielle dans ce pays. Bien sûr. Mais elles ont obtenu combien? Et pourtant, des femmes... Ça ne tenait pas à elle. Ah bon, mais qui va, les femmes ne vont pas voter? On guide la main des femmes pour aller voter. Nous sommes dans un pays où l'électorat n'est pas composé que de femmes. Oui, mais le pays est plus que femmes. Que les hommes jouent leur partition. Les hommes jouent derrière leur... Le sexe masculin au Bénin, dans la proportion que l'INSAE a bien voulu nous donner à travers le recensement général de la population, est supérieur au sexe féminin. Mais quand vous prenez cette proportion-là, prenez la tranche d'âge de personnes ayant 18 ans et excluons le reste. C'est-à-dire que parfois... Il y a plus de femmes. La population électorale, il y a plus de femmes que d'hommes. Laissez les femmes jouer votre rôle. Non, que les femmes... La charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faudrait déjà que vous travaillez. Elles sont conscientes de ce qu'elles veulent. En tout cas, pour la plupart, elles en sont conscientes. Le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il faudrait que les femmes... Il faut que les femmes d'abord jouent leur partition. On a connu des femmes qui allaient à présidentielles dans ce pays. Elles n'ont même pas eu c'est pour ça. Quand même. Pour finir sur la question, oui, ne prenez pas les femmes comme pour vous dédouaner. Non, moi je suis pas dans la lutte anti-féminine. Je suis pas dans la lutte. Les démocrates. Je suis pas dans la lutte féminine. Dans la lutte féminine. Le parti politique Les Démocrates, qu'est-ce que cela vous inspire? Quelles leçons on peut en tirer selon vous? Disons, j'ai pas vocation à donner de leçons, mais la lecture que je fais modestement, c'est que les 37, environ 38% de personnes sorties voter, ces personnes-là, la proportion ayant voté pour les démocrates, quand je m'en tiens au résultat, pas au résultat sorti cru des urnes, mais plutôt au résultat définitif proclamé par la Cour constitutionnelle, je me dis que ces personnes avaient évidemment soif de voir ces acteurs-là renouer avec la scène politique, donc retrouver le chemin du Parlement. Et je voudrais espérer que les autres acteurs politiques puissent tirer les leçons qu'il faut. Surtout les gouvernants qui ont à charge le développement de ce pays. C'était un vote sanction selon vous? Puissent tirer les leçons qu'il faut. Je ne pense pas qu'il y avait à sanctionner qui que ce soit, parce que quand on prend le Parlement finissant, la plupart des populations, quand vous circulez depuis 2019, vous entendez dire qu'on ne se retrouve pas parmi ces personnes-là. Et donc, il ne me semble pas que cela ait été un vote sanction, puisque si c'était le cas, on aurait jugé, et sur le terrain même, dans les discours de campagne, on aurait entendu ceux qui sont au Parlement, ceux qui sont de la 8e législature et qui étaient sur des listes données ou dont les partis politiques étaient en lice, on aurait entendu ces gens-là faire le bilan
de ce que le Parlement, la 8e législature a eu à faire sous leur couleur et donc sous leur manteau et faire le bilan et présenter un peu les défis et tout. Mais malheureusement, moi, je n'ai pas assisté à ça, à moins que je n'ai été myope ou que j'ai eu des problèmes auditifs. Mais je n'ai pas vu ça, je n'ai pas entendu ça. Moi, j'ai plutôt eu le sentiment que on voulait juste se retrouver au Parlement, montrer qu'on a une certaine suprématie, qu'on a une certaine hégémonie, qu'on a des fiefs et que voilà, on est au-dessus donc des autres partis politiques. C'est le sentiment que j'ai eu. Alors, je constate et donc j'espère que tous les acteurs à divers niveaux vont tirer les leçons de ce qui s'est passé, de ce positionnement-là. Parce que, regardez, prenez les FCBE, on les a vus sur les autres élections depuis 2019, on les a vus. Mais aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent avec 0 siège au Parlement. Il y a à se poser des questions. Et c'est le parti qui, en 2019, n'a pas pu concourir, en 2020, 2021, qui se retrouve être au regard, encore une fois, des résultats définitifs donnés par la Cour constitutionnelle, être la seule force, à part donc les partis qui disent soutenir le chef de l'État. Donc, il faut tirer les leçons qui s'imposent et travailler à corriger les travers. Alors, Agapit Ndamblamo-Fréquent, estime qu'il s'agit d'une vote sanction et que un message a été envoyé à l'administration de Talon à travers les Les sanctions de qui? Qui a sanctionné qui? 80 députés contre 28. Ouais, la sanction en termes de... L'UPCL totalisait presque la majorité absolue. Vous savez, les élections législatives, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas pour que le peuple se retrouve ou ne se retrouve pas. Le Parlement n'a rien à faire pour que le peuple se retrouve ou ne se retrouve pas. Il y a une corrélation entre l'exécutif et le Parlement. Il y a une corrélation. Il faut toujours... Ceux qui pensent que le Parlement et l'exécutif et le gouvernement devraient être en opposition, ils se trompent. Dans aucune démocratie au monde, ça ne fonctionne comme ça. Aucune. Dans aucune, je dis aucune, qu'on me donne une seule. Ça ne peut pas fonctionner de cette manière. Aux États-Unis, c'est le régime présidentiel. En Europe, c'est la plupart des régimes parlementaires. Quand vous regardez, les gens cherchent toujours la majorité pour gouverner. Pourquoi? Parce que l'action de l'exécutif a besoin de la validation du législatif à travers les lois. Donc, le rôle du Parlement, c'est de voter la loi. Le côté contrôle de l'action gouvernementale, le contrôle de l'action du gouvernement est marginal. Sauf dans les régimes parlementaires où il y a les motions de vote, les motions de confiance ou les motions de défiance. Soit le gouvernement met son projet et soumet ça au vote de confiance ou l'opposition demande un vote de défiance. Donc, en dehors de ça, tous les régimes travaillent à ce que il y a une corrélation. Alors, la 8e législature, moi j'estime qu'ils ont fait une seule loi anti-peuple qui a été votée. Une seule loi contre les droits humains qui a été votée par la 8e législature, je ne sais pas. Au contraire, ils ont renforcé certaines lois, ils ont renforcé certains droits en la matière. J'ai écouté pendant la campagne des démocrates parler de loi sur l'embauche. Mais c'est des lois votées en 2017 par la 7e législature, dont les grands rhétoriciens des démocrates étaient membres, Mitokpe, Moudete, qui posaient tellement de questions à Yahi. Alors, donc, c'est eux qui votent, c'est sous eux que ces lois-là ont été votées, mais qui ont été attaqués par eux-mêmes pendant la campagne, en disant, bon, voilà ce que la 8e législature a fait. On peut faire le point. Je pense que les démocrates, c'est quoi le vrai problème? C'est le mal-être des réformes. C'est un peu ce pays, tout le monde veut des réformes, mais personne ne veut qu'on avance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voté toutes les réformes. Et au moment de l'appliquer, ils sont coincés, ils n'ont pas été aux élections. Et naturellement, ils ont un leader qui a un nom, Boni Yahi, qui a été obligé de rentrer en campagne. Si ça suffit simplement que les démocrates on a vu les effets, aillent sur le terrain, si c'est vrai que ça suffisait que les démocrates aillent sur le terrain pour gagner, s'ils avaient le langage, ça aurait été simple. Pourquoi il a été obligé de rentrer en campagne? Parce que simplement, il n'avait pas, en termes de législation, en termes de projet de législation, il n'en avait pas. On va casser les lois, on va ramener les populations qu'on a cassées, on va faire ci, on va donner meilleure vie aux populations. Le Parlement ne donne pas meilleure vie aux populations, c'est le gouvernement. Mais le gouvernement a besoin de la validation du Parlement pour que ça. Donc, il y a une sorte de corrélation entre les deux et qui doit aller en termes de proposition de loi ou de projet de loi et donc de discussion peut-être préalable et avant. Vous demandez que passer les démocrates. Moi, je pense qu'il y avait 28 sièges. C'est déjà important qu'ils siègent déjà. C'est déjà important qu'ils siègent. Et tous siégeaient déjà. En 2000, comme je vous ai dit, de 2015 à 2019, où beaucoup de lois étaient votées, ils siégeaient déjà tous. Par rapport au BR et donc,
Donc aujourd'hui, qu'il siège à nouveau, pour moi, il n'y a rien de nouveau. C'est les mêmes hommes qui siègent depuis 2011. La plupart, sauf les nouveaux jeunes qui arrivent, c'est les mêmes qui font les mêmes choses. Ils changent de position. Ils changent de position et donc, ils sont là aujourd'hui, tant mieux. Ceux qui veulent du Parlement multicolore ou coloré, je pense qu'ils peuvent être servis. Après, j'espère bien qu'ils feront DA autant que la 8e législature pour que le peuple soit avec eux. Donc, je vous pose la question par rapport aux performances obtenues par le Bloc républicain et l'Union progressiste du renouveau. Est-ce que les nombres de sièges levés vous ont surpris? Non, moi je ne suis pas dans la surprise. Mon problème n'est pas d'être surpris. Mais on regarde les enjeux. Il n'y a aucun enjeu. Il y a les enjeux. L'Union progressiste du renouveau qui était programmée comme première force politique. C'est maintenu. Oui, mais dans ce score-là, est-ce que, selon vous, on peut être toujours premier tout en régressant? Non, elle n'a pas régressé. Elle avait 47 la dernière fois. Elle avait 47 en 2019 quand j'étais 2. Elle a 53. Mais c'était pas le 69. Je suis d'accord, mais cela dit, pour moi, le problème n'est pas là. Vous savez, à l'élection législative, c'est quoi? Ça crée des rapports de force politique. Aujourd'hui, les rapports de force politique sont comment? Sont que la majorité présidentielle, en termes d'attribution de sièges, à 81, l'opposition à 28. Quand on va plus loin, regardez le BR et les démocrates. Le BR revendique, le BR est crédité de 29,4%, les démocrates de 24,4%. Donc il y a quand même une marge de 5%, même s'ils partagent les mêmes sièges. Les démocrates contestent. Ils contestent. Oui. Moi, je voudrais qu'ils disent, qu'ils donnent chiffre contre chiffre. Moi, parce que dès le soir du vote, nous, au niveau de la télé, on a proclamé les 3 forces, parce que nous avions, étant un réseau élargi de correspondants, et nous avions déjà donné les 3 forces politiques. Et c'est resté constant jusqu'au moment où les proclamations étaient faites. C'est vrai que le soir du dimanche, la matinée du lundi, on a les chiffres des zones où les démocrates ont le plus travaillé. Regardez Cotonou. On travaille à Cotonou, donc on a les chiffres de Cotonou. Les démocrates ont 6 sur 8. À Porto Novo, ils ont pu piocher des zones. Et donc, vous allez dans Caravi ou à Godomé, pratiquement, ils ont rasé. Donc, quand vous avez ça... vous a surpris? Quand vous avez ça, oui. Moi, personnellement, en tant qu'analyste, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe. Et puis progressivement, non, ça c'est... Et puis progressivement, lorsque j'attendais naturellement les résultats de l'intérieur, c'est pas la première fois que je commente une élection ou que j'analyse une élection. Donc, de l'intérieur... Quand le résultat vient, et quand ça a commencé par la première séquence électorale, la 3e, vous vous rendez compte que ça a commencé par s'équilibrer entre la 5e, la 6e. Donc, même la 8e, on a annoncé une razzia à Yaïbouni. Et ça n'a pas eu lieu, bien sûr. Mais ça a eu des impacts. Non, c'est pour me dire que Badamassi n'est pas réélu. Bon, c'est pas encore, il n'est pas le centre du Bénin. Donc, mais il était en deuxième position. Oui, mais il n'était qu'en deuxième position. Donc, du coup, on a annoncé une razzia. L'UP a pu avoir un, le BA a pu avoir un. Tout comme dans les zones, on pensait que la majorité, Cotonou, je ne sais pas si la majorité même a rêvé ne pas avoir 2-2 au moins, ne pas avoir la moitié pourtant, et pourtant, les démocrates ont pu avoir. Moi, j'estime que chacun a pu avoir ce qu'il doit avoir, et pour le reste, bon... Quel est votre commentaire, Miguel Hueto, sur le score obtenu par les démocrates à Cotonou et environ? J'avoue que je n'ai pas de commentaire. Je prends simplement acte en tant que béninoise du verdict donné par la Cour constitutionnelle. Le parti Les Démocrates a annoncé un recours ou des recours. On attend de voir ce qu'il en sera et le traitement qui va être fait. Donc, on attend la dernière version du verdict de la Cour constitutionnelle, après donc étude des recours qui certainement vont être déposés. Je n'ai pas de commentaire particulier sur ce sujet. C'est purement politique. Mais selon vous, aujourd'hui, quelles sont les espérances aujourd'hui pour cette 9e législature? Je n'ai pas d'espérance pour la 9e législature. Je veux simplement croire que ces hommes et femmes qui vont siéger à l'hémicycle comprendront d'abord qu'ils sont là, pas pour leurs beaux yeux, ils sont là, pas pour servir leurs propres intérêts, qu'ils sont là pour servir premièrement le peuple. Et que toutes les décisions qu'ils auront à prendre, tous les actes qu'ils auront à poser doivent justement être prises. Ces décisions-là, ces actes doivent être posés en pensant à l'intérêt général. Et contrairement à ce que beaucoup disent ou beaucoup peuvent penser, je reste persuadée que les actions qu'un Parlement mène dans un pays
concourt à transformer forcément le quotidien des gens où qu'ils se trouvent dans un pays. À partir de ce moment, ces gens-là, pour moi, ont l'obligation. Il s'agit pas, on n'est pas dans la logique de dire qu'un parlement doit être l'opposition ou être opposé à un gouvernement. Mais ce dont il s'agit ici, c'est que tout ce que les gens auront à voter comme loi, tout ce qui va se passer par là comme document, les gens doivent être dans une certaine technicité. Ils doivent rester dans une certaine logique et ne pas voter, ne pas faire les choses juste parce il est important de les faire. Il faut que pour chaque action à poser, on puisse penser à l'intérêt général, qu'on puisse penser à l'impact que cela peut avoir sur cette femme-là qui est à Tchoumi Tchoumi ou sur ce bonhomme-là qui est sur son lit d'hôpital dans un fin fond perdu du pays. C'est pour moi le plus important. Et quand on parle du désamour qui s'observe et qui s'accentue, il est important que les gens comprennent que on peut corriger ça aussi à travers la façon dont on sert le peuple quand on est élu ou quand on est nommé à un poste, la façon dont on impacte positivement à travers les décisions que l'on prend, à travers l'exercice de ces fonctions régaliennes, le quotidien des gens. Tout ça contribue à changer la perception que les populations ont des acteurs qui sont dans l'arène politique ou ces acteurs-là qui se retrouvent au gouvernail dans un pays. Donc, pour moi, c'est important d'aller vers cela. Et c'est important aussi que le Parlement qui va s'installer, moi, je l'attends sur plusieurs chantiers. Premier chantier, oui, c'est d'aller vers la relecture d'un certain nombre de textes. Vous savez, on en est arrivé là où on est aujourd'hui. Il y a eu des réformes, certes, mais il faut être myope, où il faut être dans le déni pour penser que tout ce qui a été fait comme réforme est rose. Il y a des choses à corriger. Quand je prends par exemple l'article 42 de la loi comportant code électoral, cet article-là, qui n'offre même pas le contentieux à un parti politique, j'estime que ce n'est pas normal. Parce que lorsque l'administration fiscale me dit « Madame, vous devez tel montant au fisc », je dois pouvoir contester et apporter les justificatifs nécessaires. Et la loi doit me donner un délai pour que cela puisse se faire sans forcément porter atteinte au processus électoral en cours. Et vous avez vu, heureusement, que la Cour constitutionnelle, contrairement à ce que beaucoup pensaient aux appréhensions, à tout ce qui se susurrait, a su jouer sa partition pour que justement on ne retombe pas dans certains travers. C'est juste un exemple que je prends pour vous dire qu'on a besoin que ce Parlement-là aille sur certains chantiers pour que sur le plan des droits humains aussi, il y a beaucoup de chantiers sur lesquels on attend. Moi, j'attends personnellement, en tant que défenseuse des droits humains, j'attends le Parlement à venir. N'oubliez pas, ce Parlement est un Parlement de transition qui a 3 ans. Et si on négocie mal ce virage de 3 ans, nous allons retomber dans les travers en 2026. Et je ne pense pas que ce soit le souhait de tous les acteurs, quel que soit le camp dont ils et elles sont issus. À bon entendeur, donc, salut pour ces hommes et ces femmes qui vont siéger à la 9e législature. Napoléon Mafoikan, sur la même question, quelles sont vos espérances pour la 9e législature? Nous tournons progressivement vers la fin de cette émission. D'abord, la loi a toujours permis à tout le monde d'avoir, il y a toujours des voies de recours, quel que soit le contentieux. Comment il n'y a pas les actes préparatoires des élections jusqu'à la fin du processus. Donc, normalement, au niveau du quitus fiscal, les gens avaient, le directeur des trésors, le directeur des impôts avait un temps pour réagir. Et si le délai n'avait pas bien réagi, il y avait 2 voies. Il y a le contentieux au niveau même des impôts. Et il y a le contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle. La loi permet à l'individu. Ce n'est pas le parti qui paye les impôts, mais c'est l'individu. Donc l'individu devrait pouvoir saisir la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême et demander que justice soit faite. Donc la loi permet les voies de recours là en la matière. Il y a des failles dans cette loi. Non, les gens ne sont pas, ils ne sont pas allés. Toute loi a des failles. Toute loi, aucune loi n'est pas faite. Il est important de revoir cette loi. Aucune loi n'est pas faite. Mais n'oubliez pas que en voulant corriger une faille, on en crée une autre. Parce qu'en fait, aucune œuvre n'est pas faite. Et ça dépend de là. Mais si les corrections avaient pris en compte, donc, si on avait consulté largement tout le monde, si les débats, les discussions s'étaient faites
comme cela se devait, peut-être qu'on n'en serait pas là. Aucune œuvre humaine n'est... Ça, c'est l'argument favori. Même si on rédige la Constitution avec le sang, même si on rédige la Constitution, Jésus a choisi ses 12 apôtres. Jésus a choisi ses 12 apôtres. Et pourtant, quand on parle, Jésus a choisi ses 12 apôtres. Et pourtant, Simon-Pierre a trahi 3 fois, a renié 3 fois, alors qu'il avait été prévenu. Je vous avais laissé parler. Donc, allons-y et travaillons à ce que le pays puisse offrir le meilleur à tous. Je vous avais laissé parler. Je pense qu'aucune loi n'est parfaite. Aucune loi. Il faut travailler à les améliorer. Moi, dans le code électoral, il y a beaucoup de textes. Il y a beaucoup d'articles, effectivement, à revoir. J'ai parlé, par exemple, de rôle de l'ANIP. J'ai parlé de la liste électorale. J'ai parlé de beaucoup. Il y a des choses. Je suis spécialiste de la question. On peut corriger beaucoup de choses. Il ne faut pas tout lire sur le prisme politique. Toute loi a toujours ses limites, a toujours ses avantages. Quand vous créez un droit pour quelqu'un, quand vous créez un droit pour quelqu'un, vous bafouez le droit d'un autre d'une manière ou d'une autre, parce que c'est un peu ça. Donc, je pense que pour la 9e législature, le défi majeur, c'est de poursuivre l'action législative commencée déjà par les législatures précédentes et surtout, effectivement, relire au regard des observations des différents observateurs internationaux, nationaux, Sénat, Cour constitutionnelle, société civile, relire un peu le code électoral et corriger un certain nombre de dysfonctionnements. Gérer la question de quitter fiscale, peut-être dans un délai ou dans des obligations liées, ou un délai pour le citoyen lui-même, pour que, voulant aller aux élections, que ce ne soit pas à 15 jours que les gens courent après leur quitter fiscale. Je pense qu'il y a de ce genre de petites choses qui peuvent être corrigées par elle-même. Mais je pense que le vrai défi, c'est de poursuivre la transition qui a commencé, travailler à accompagner le gouvernement dans la transition du développement durable pour en 2026. Je pense qu'il n'y a que ça à faire. Avec la voix de l'opposition, j'espère qu'on aura des lois meilleures, puisque bon, c'est ce qu'ils pensent. Moi, je les ai vus tous à l'œuvre depuis 10 ans. Chroniqueur politique, quel avenir pour le MPL, l'UDBN, Moël Bénin et FCBE? Je serais très. L'UDBN et Moël n'ont pas d'avenir s'ils continuent de dire qu'ils sont de la majorité présidentielle. Il y a l'offre est déjà là. L'offre est déjà là et ils auront toujours leurs 56 000, 60 000, je ne sais pas combien, mais je ne sais pas ce qu'ils peuvent imparter. Ils n'auront pas de parrain pour aller aux élections. Ils n'auront pas les 10% pour pouvoir aller siéger au Parlement ou dans les assemblées communales. Mais donc, je ne sais pas ce qu'ils gagnent, mais ils sont libres d'exister. S'ils veulent exister, ils sont libres d'exister. Tout comme les autres aussi. FCBE a profité. Tu sais que les amis des démocrates, ils étaient ensemble. Donc bon, ils sont scindés à deux. Quand on met leur suffrage ensemble, ça fait les 28%, pratiquement 29% du BR. Donc bref, ils sont libres. Comme je dis, cette partie que vous citez, ils sont libres. C'est à eux de choisir leur vie. Mais la pluralité permet aux populations de choisir qui ils veulent. Après, ça dépend de vos objectifs. Si vous avez envie de siéger, vous devez vous retrouver dans les créneaux. Ailleurs, quand je passe, les gens, ils adhèrent. Ils créent des courants. Ils adhèrent, ils créent des courants. Et donc, au lieu qu'ils existent comme parti, ils existent comme courant. Ils délibèrent librement, mais en suivant la ligne du parti pour pouvoir aller aux élections. C'est à eux de choisir ce qu'ils veulent. Miguel Hueto, très rapidement pour conclure cette émission. FCBE, MPL, Moël Bénin, UDBN, pour vous, quel est l'avenir selon vous? Miguel Hueto n'a pas reçu en 2023 le don de la divination. Cependant, elle peut quand même dire qu'il n'y a pas de position qui soit statique. On a vu en 2019 les démocrates, éparpillés en son temps dans d'autres formations politiques. Voilà, et aujourd'hui, on les retrouve au Parlement pour dire qu'il ne tient qu'à eux. Il ne tient qu'aux co-dirigeants de ces partis politiques de rester sur l'échiquier, de travailler à migrer, à sortir donc de ce cercle-là donc, il y a les prescriptions de système partisan. De ceux qui sont venus derrière et de se retrouver, de migrer progressivement. Il ne tient qu'aux dirigeants et aux dirigeantes de ces partis politiques d'y travailler. Merci à vous, Miguel Hueto. Je rappelle que vous êtes juriste spécialiste genre, inclusion sociale et droits humains. Merci également à Agapit Napoléon Mafourican, juriste consultant médias communication, analyste chroniqueur politique. Merci également à vous, chers amis internautes, pour l'attention et l'aimabilité accordée à ce programme télé sur ESAU TV. C'était un instant Info Hebdo de ce samedi. On se retrouve samedi prochain. Jusque-là, portez-vous bien. On se retrouve demain, dimanche, pour l'invité.